Merci d'être là pour m'entendre venir m'écouter. Ou si vous ne voulez pas venir m'écouter, la porte est là-bas. Dans le fond, je vais vous parler un peu une petite partie de la présentation que j'ai faite au Web à Québec il y a deux, trois semaines, qui était, dans le fond, c'est intitulé Prioriser l'architecture sur le framework, les fondations pour bâtir des applications web solides. Fait que dans le fond, moi, ma spécialité, c'est vraiment le front-end. Je suis développeur full stack, mais je préfère le front-end. aka, j'aime ça faire du CSS. Puis, dans le fond, ce que j'en remarque beaucoup en service, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour des besoins de modernisation. Puis, souvent, ces systèmes-là, ce que j'en remarque, c'est qu'ils manquent d'amour. Ils manquent beaucoup plus d'amour que des serveurs, on va dire, que des back-ends. En back-end, on voit souvent comme des architectures qui sont un peu plus développées, un peu plus claires, qui fait que, si ça testé ou pas, il peut y avoir des éléments qui fait que c'est difficile à suivre dedans, mais il y a certaines fondations qui sont là, qui fait qu'en règle générale, les serveurs sont relativement comprenables. Mais en web, ben, j'ai souvent vu comme des projets avec des components de 2500 lignes et plus. Donc, au début de l'année, c'est ça, je travaillais à refactorer une application mobile, puis c'était carrément ça. Là. Fait que je me disais, comme, pourquoi, il y a, pourquoi on met si peu d'efforts sur l'architecture en mobile en front-end par rapport en back-end? Puis, chez Nexap, ça fait des années qu'on pose vraiment ça, puis c'est comme, ça fait partie de nos fondations, là, nos valeurs comme de base. Mais quand j'explique aux gens, des fois, si pour moi c'est inné, mais pour eux, ça ne l'est peut-être pas, ben comment je peux faire pour l'expliquer? Puis ça a piqué un peu ma curiosité, puis j'ai commencé à chercher en ligne, à faire des recherches de euh, comme pourquoi l'architecture, ce qu'on fait en architecture, les patterns, comme les structures, nous aident à mieux faire notre travail, nous aident à mieux comprendre le code. Puis je suis tombé sur une présentation de Philian Herman, qui a d'ailleurs aussi écrit un livre qui s'appelle The Programmer's Brain. Puis, à la fois, j'ai trouvé une conférence d'elle sur YouTube qui s'appelle How to Read Complex Code, qui vient parler comment la mémoire humaine fonctionne. Puis, c'est quoi les liens entre ça puis notre travail de développeur et tout ce qui est de l'architecture. Fait que, dans le fond, pour la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler comme un peu comme une partie de sa conférence disponible en ligne, puis de ce qu'elle parle dans le livre. Ses recherches sont beaucoup basées, entre autres, sur un psychologue des années 50 qui s'appelle George Miller. En bas à droite, vous voyez sûrement les petits bonhommes. Là, c'est ces représentations de elle et de George Miller en dessin dans ses présentations. Mais George Miller a beaucoup travaillé, fait beaucoup de recherches sur comment la mémoire humaine fonctionne, puis beaucoup comment la mémoire à court terme fonctionne. On va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous montrer des symboles à l'écran, puis vous devez en retenir le maximum possible. OK? Ça va aller vite. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. C'est quand même rapide. Combien de caractères vous avez retenus? Vous serez capable de redessiner dans le bon ordre? 1, 2, 3, 3, 3 à peu près. Comme, qu'est-ce qui vient de se passer en ce moment dans votre cerveau quand vous avez vu ça? Ben, c'est quand l'information arrive dans le cerveau, elle va embarquer dans la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est un peu comme la RAM d'un ordinateur. C'est très limité, c'est très rapide. C'est dans le fond, quand l'information rentre, ben, comme si elle n'est pas traitée rapidement, elle va être oubliée parce qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent. Comme les symboles que je vous ai montrés, ça se peut que vous n'avez oublié des deux ou des trois que vous avez retenus à l'instant parce que je viens de parler, puis vous venez d'oublier le reste. Quand l'information est en mémoire à court terme, dans le fond, ce qui arrive, c'est comme un peu un buffer, le temps que la mémoire de travail embarque et processe l'information. La mémoire de travail, en d'autres termes, en bon québécois, c'est le jus de cerveau. Tu sais, après une journée à déboguer des problèmes, vous avez un gros problème d'architecture, vous ne savez pas comment faire, puis vous arrivez à la maison, vous êtes brûlé, mais vous n'êtes pas allé courir, vous n'avez pas fait d'exercice physique, ben, si vous avez surmené votre mémoire de travail. Mémoire de travail, comme elle était trop loadée, avait trop de charges, trop de trucs à interpréter, avait de la misère, donc on l'a surchargé. Fait que ce qui est arrivé avec l'exercice, c'est que je vous ai montré plein de symboles. Tout est arrivé dans la mémoire à court terme, mais la mémoire de travail n'a pas été assez rapide pour interpréter cette information-là. Le temps de tout passer tous les symboles que je vous ai montrés, fait qu'il y a des symboles qui ont été perdus dans le temps. La mémoire ne fonctionne pas juste comme ça, il y a un autre élément. Fait que, on va faire le même exercice. Encore une fois, c'est des symboles, vous devez en retenir le maximum possible. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Combien? 5, 3, 8 là-bas, tabarnouche. Dans le fond, ce qui vient de se passer, là, c'est que la mémoire de travail ne travaille pas tout seul. T'sais, à chaque fois qu'on reçoit de l'information par les yeux, par les sens, elle ne travaille pas tout seul, elle a de l'aide. Cette aide-là vient de la mémoire à long terme. Fait que quand on reçoit de l'information, la mémoire de travail, elle dit est-ce que je devrais la garder ou pas?
Ben, la mémoire de long terme peut dire hey, je sais c'est quoi cette affaire-là. Fait que, ce que je vous ai montré, c'était des lettres. Des lettres de l'alphabet. Des lettres de l'alphabet, on entraîne notre cerveau depuis notre temps d'enfance à les reconnaître, à les comprendre. C'est quand on voit un M, on sait que c'est un M, on l'a appris depuis longtemps. Fait qu'on le voit, ça rentre dans la mémoire à court terme, ça arrive dans le process de la mémoire de travail. Puis la mémoire à long terme vient dire hey, je sais c'est quoi. Fait que le processing de ce symbole-là est beaucoup plus rapide que les autres. J'ai oublié de mentionner, dans mémoire à court terme, les études de George Miller estimaient qu'on pouvait conserver de 5 à 9 éléments d'information à la fois. Les études les plus récentes que Philienne a cherchées disent que c'est plus de 2 à 6 éléments qu'on peut retenir à la fois. Fait. Donc, ça fait que la mémoire à long terme, c'est un outil vraiment intéressant pour nous aider. Si on l'entraîne à retenir, par exemple, des symboles, ben, ça nous permet de comprendre plus rapidement l'information. C'est pour ça que si vous regardez du code que vous n'avez jamais vu de votre vie, si vous voyez le terme class, if, else, for, while, tous ces termes-là, c'est un peu nos lettres en informatique. Vous n'avez pas besoin de lire toute la ligne ou tout le bout de code pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est une condition. C'est quoi exactement la condition? C'est passer l'information, mais on peut rapidement savoir, OK, c'est une condition. Là. On n'a pas besoin de faire, OK, ça c'est un I, ça c'est un F, ça c'est un if, OK, oui, c'est une condition. Non, ça se fait tout seul, c'est rapide. On a entraîné notre mémoire à fonctionner. Et là, Philienne, dans sa présentation, a dit si on peut retenir 2 à 6 éléments à la fois dans la mémoire à court terme, il se passe quoi si on essaie de retenir, par exemple, des mots qui sont plus de 6 caractères? Par exemple, onomatopée. C'est long comme mot. Pourquoi que ça fait que ça fonctionne? Pourquoi on est capable de retenir si, en théorie, la mémoire à court terme, s'il y a trop d'informations, comme il y a un overflow puis on perd de l'info? Ben, ça vient d'une particularité de plus de la mémoire à long terme. Puis on va faire le dernier exercice. Fait qu'encore une fois, c'est des symboles. Ça va aller très rapidement. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Quelqu'un peut me dire c'est quoi que t'as écrit? Cats Love Cake. Il y avait autant de caractères que l'exemple l'exercice juste avant. Pourquoi on l'a reconnu? Là? Pourquoi ça a été plus facile? Ben, le cerveau humain, quelque chose qui est extrêmement fort, là, c'est quelque chose qu'on pense peut-être pas, c'est il est super bon pour faire du chunking. De regrouper des éléments ensemble et dire ces éléments-là, c'est tel concept. Fait que, on reconnaît les lettres individuellement, mais on sait que s'ils sont mis dans le bon ordre, ça va faire le mot loves ou cake. Fait que, ça, c'est une des grosses forces de l'être humain. On est capable de faire de l'association. Notre cerveau ne fonctionne pas comme un système de dossiers avec des folders, des fichiers. C'est un système de pattern matching, de reconnaissance. Je sais que si ces lettres-là sont ensemble dans le bon ordre, ça fait ce concept-là. Ce qui fait que ça fait en sorte qu'on est capable de lire des mots et les reconnaître très rapidement, tout en ignorant comment il est structuré, comment il est fait. Puis, Félia, dans sa présentation, elle se dit ben, c'est quoi l'équivalent en informatique de ce chunking-là? Il y a quelqu'un qui le sait. Les méthodes, ouais. Il y a aussi des design patterns. Si vous avez un fichier de 2000 lignes de code, ça risque d'être plus dur à suivre que si vous avez un fichier que vous voyez, mettons, le mot assembler, un fichier comme assembler ou un fichier comme calculator ou date formateur. J'ai pas besoin de vous dire c'est quoi qu'il y a dans le date formateur pour savoir à peu près c'est quoi. Fait que si on utilise les design patterns, on met de l'effort sur l'architecture de comment on structure le code, ben on aide notre mémoire à long terme à mieux se retrouver dans le code, à lire plus rapidement le code, à se retrouver, puis probablement à développer. Parce qu'en tant que tel, la métrique par rapport à lire vs écrire, on passe, c'est entre 70 et 90% de notre temps à lire du code, puis de 10 à 30% à écrire. Fait que si on veut gagner en efficacité, en vitesse, ben, le focus devrait probablement pas être sur écrire du code plus vite, mais plus apprendre à lire plus rapidement, plus efficacement. Fait que, c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. Ma conférence va plus longtemps, mais c'est l'essentiel que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment y aller en Lightning Talk. Mais mettez de l'effort sur l'architecture pour comprendre, pour lire plus rapidement le code, plus facilement, puis vous allez accélérer votre développement. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. En front-end, j'aime le pattern de formateur qui est sensiblement juste un service. Là.
ben, c'est de la logique d'affichage. C'est toute la logique qui fait comme comment j'affiche l'information. Par exemple, j'ai une date, puis il faut que je l'affiche. Si tu mets ça dans un component, par exemple un component React, whatever, puis tu veux tester que ça affiche comme du monde, ça va être chiant. Il faut que tu rendes ton component, ça va être long, pas efficace. Il faut que tu retrouves après ça l'élément dans la page. Si tu fais un service à côté, si tu isoles cette logique-là, ça va généralement juste être du JavaScript, ce qui fait que tu peux tester ça unitairement. Fait que des tests sont vraiment plus rapides, plus efficaces à rouler. Tu peux tester vraiment toutes les edge cases vraiment plus facilement aussi. Fait que, je n'ai pas un en préféré, généralement c'est un ensemble de patterns qui fait que les systèmes vont bien. Fait que les patterns d'architecture, par exemple, le clean architecture, il y a plusieurs noms, là, l'architecture en couche, le port and adapter, il y en a plein, mais celui-là, il est quand même bien développé. L'important, c'est de trouver-vous des patterns comme des patterns des termes qui vous parlent, que vous comprenez, puis assurez-vous qu'en équipe, vous les comprenez, puis vous êtes capable de les réutiliser pour vous aider en équipe. Parce que ça se peut que les patterns que vous utilisez dans votre projet soient différents d'un autre, mais l'important, c'est qu'à même une équipe, vous ayez le même vocabulaire pour vous comprendre. Oui. Oui. Ça fait plus ou moins par rapport au pattern d'architecture, mais c'est une autre technique de rendre le code plus lisible, donc plus facile, plus rapide à lire et à maintenir. Fait que c'est tout ce qui est le clean code. Il y a clean code, par exemple, puis clean architecture de Robert C. Martin, de sa série Clean. Mais oui, c'est une autre façon de rendre le code plus maintenant, plus facile à lire, plus rapide. Il n'y a pas une solution unique à rendre le code plus facile à lire et à suivre. Ça en a un autre, effectivement, tout ce qui est le naming. Ouais. En même temps, par le passé, il y avait plusieurs conventions qui ont été créées. Dans le temps, pour des raisons de mémoire, ils mettaient juste, je vais appeler ma variable A, B, C. Ou après ça, il y a une autre convention, je pense que c'est la convention hongroise, que le début du nom de la variable, par exemple, c'était son type STR name, par exemple. C'est une convention pour pouvoir lire facilement, que juste avec le nom de la variable, je savais c'était quoi le type. Avec les outils d'aujourd'hui, les langages, les IDE, on n'a plus vraiment besoin de ça. On peut se permettre de mettre des gros noms comme plus longs, qui sont plus longs à lire, mais en même temps, tu n'as pas besoin de prendre du temps à l'interpréter pour se dire c'est quoi. Ça fait en sorte que c'est plus facile à la lecture, puis à la compilation, anyway, l'ordinateur, lui, il va le compiler dans des lettres qu'on ne comprend pas. Là. Mais c'est dans la présentation un peu plus loin, là, je peux vous montrer. Là. C'est une quote de Martin Fowler, un pionnier des tests automatisés, qui dit sensiblement que n'importe quel idiot peut écrire du code que l'ordinateur va comprendre. Un bon programmeur va écrire du code que l'humain va comprendre. Parce que quand on écrit du code, l'ordinateur, lui, il va le comprendre, il va être compilé dans un format qu'il comprend, puis il n'y a pas de problème. Mais au final, on écrit du code pour nos collègues ou les prochains développeurs qui vont travailler sur le produit. C'est du code pour que nous, on comprenne. Tu sais, ça arrive des fois, tu es super focus sur un projet, tu te fais déranger, tu reviens, puis tu n'as aucune idée de ce que tu faisais. Ben, si le mieux ton code est architecturé, le mieux il est écrit, ben, le plus vite, tu es capable de retourner dedans, de revenir où ce que tu étais et de te relancer. Donc, de sauver du temps dans le développement. À qui c'est jamais arrivé qu'ils sont partis 200 en vacances, vous êtes revenus, c'est comme, qui qui a écrit ça, tabarnak? Puis c'était soi-même. Seb. Dans le fond, vu que tu n'as pas de micro, je vais juste répéter la question. Dans le cas qu'on définit un vocabulaire commun une équipe, qu'est-ce qui se passe si, mettons, l'équipe change, comment on fait pour garder ce vocabulaire-là? Ben, je pense qu'un des points qui est extrêmement important, c'est la communication à travers une équipe. J'ai souvent vu des équipes qui, mettons, de 6 développeurs, mais ils travaillent sur 6 features différentes, chacun de leur bord, puis ils se parlaient pas à peu près. Ben, c'est difficile de se créer des conventions, puis de les suivre, puis de les respecter comme ça si personne ne travaille en équipe. Le développement logiciel, c'est un travail d'équipe. On ne travaille pas juste chacun de notre bord, on fait nos features. Fait que s'il y a des départs, il y a des changements dans l'équipe, ben, si la culture comme d'équipe de développement est très proche, est très forte, soudée, ben, c'est probablement plus facile de garder, d'avoir une bonne pérennité sur ce contrat d'équipe-là.
C'est sûr qu'il y a des moyens de le documenter, jusqu'à où tu documentes tes décisions de ça s'appelle comme ça s'appelle comme de telle façon. À voir, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais à date, moi, ce qui a vraiment aidé, c'est rapprocher les gens dans une équipe, travailler plus proche ensemble, plus de pair programming, mob programming, peu importe la stratégie que vous voulez, mais plus on travaille proche ensemble sur le même produit, ben plus il y a des chances que ces décisions-là, ce vocabulaire-là, persistent dans le temps, là, malgré les changements. Parce que si quelqu'un d'autre qui arrive dans l'équipe, ben, si vous êtes habitué à faire du pair programming, probablement que vous allez le mettre avec quelqu'un comme en pair, puis il va vivre la culture de l'équipe de ce produit-là. Là. Oui, je peux répondre en français. Or do you prefer in English? Or in English, maybe? Euh, ouais. Euh, si j'avais résumé une phrase qu'il y avait à retenir de tout ce qui est architecture, travail d'équipe, comment je pourrais résumer? C'est ça. Um, I will say software development is not is it's a teamwork basically. Only that. Oh, even if you disagree on the element, yeah, just work as a team, explore new solution, new architecture as a team, and don't don't always challenge the status quo. Like don't just sit there and we're always we always done that way. We work that way, so we won't change. No, you always need to change to adapt to learn as a team, not alone. D'autres questions? Il y avait peut-être une petite partie de la présentation, si vous me donnez le temps, qui est un peu plus loin. Là. C'est quand je fais de la présentation, ben, j'ai écouté une conférence de Martin Fowler qui parlait de. Lui, il l'appelait le design stamina hypothesis. Sensiblement, qui parlait comme de l'impact de mettre de l'effort sur l'architecture vs ne pas en mettre dans un projet ou sur la conception. Ou ce qu'il disait, quand tu développes un produit puis tu mets aucun effort, tu es juste en mode je ship les features puis comme s'il n'y avait pas de lendemain, ben, ce qui va arriver, c'est que le développement va aller extrêmement vite. Le nombre de features qu'on fait dans le temps va être extrêmement rapide. Parce que tu commences, tu n'as aucun code, tu fais une page blanche, là, tu peux aller vite, là, tu ships, c'est incroyable. Mais avec le temps, ça va ralentir. Le code va commencer à se battre contre toi. C'est comme, je veux faire cette feature-là. Ouais, mais comment on l'a fait là, ça marche pas, ou la BD, elle répond pas à notre besoin. Puis il va commencer à avoir de la résistance. Ce qui fait que dans le temps, à un moment donné, ça va devenir extrêmement pénible de faire des nouvelles fonctionnalités. L'année passée, j'ai coaché une compagnie pendant 9 mois. Sensiblement, ils étaient rendus là. Ils nous ont demandé de l'aide. Ils ont demandé de l'aide d'un expert React parce que le développement est ralenti puis ils n'atteignaient pas leur deadline. L'inverse, si on met de l'effort vraiment comme dès le début sur l'architecture, on met beaucoup d'efforts sur ça, ben, le développement, il va être beaucoup plus lent. Ça prend du temps comme tout mettre en place, une bonne structure, être bien placé. Mais plus ça avance, plus on va pouvoir s'accoter sur les modules précédents qu'on a fait. On va juste bâtir nos blocs Lego un peu différemment. On va avoir plein de nouvelles fonctionnalités gratuites. Ce qui fait qu'avec le temps, on va juste accélérer via l'architecture. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a un certain point où ce que ne pas faire d'architecture, c'est plus rapide que s'il y en avait une. Les managers, ce qu'ils veulent, c'est savoir c'est quand cette ligne-là, puis il n'y a pas de réponse. Dans la présentation du WAC, c'était ça. Il y en avait des managers, c'est comme désolé, il n'y a pas de réponse, pas 2 semaines, 2 mois, 1 an. Il n'y en a pas. C'est un gamble. La seule affaire qu'on peut faire, c'est d'estimer le projet, les probabilités que ce soit plus à gauche ou à droite. Par exemple, si vous faites une proof of concept, vous avez une idée de projet, vous voulez voir s'il y aura un market, ça pourrait être intéressant. Ben, ça serait intéressant de le développer très rapidement, l'envoyer, voir si c'est bon. Puis si c'est oui après ça, on va mieux le faire. Mais dans ce cas-ci, on est peut-être plus à gauche. Mettez pas l'effort sur l'architecture, ça sert à rien. On ne sait pas si ça marche, si c'est une bonne idée. Si c'est un projet qui va durer longtemps dans le temps, il va probablement avoir 2 ans, 3 ans de développement, il va constamment avoir une équipe qui va travailler dessus, on est probablement plus à droite. Ça vaut plus la peine de baser sur le graphique, de mettre plus de temps sur l'architecture, de prendre le temps de bien faire les choses pour que sur le long terme, ça soit rentable. Je vais juste finir ça.
Mais ce graphique-là, je le montre à partir d'un début d'un graphique, mais c'est valide n'importe quand dans le projet. Par exemple, ça fait 2 ans que vous êtes sur un projet, puis tout d'un coup, le client nous demande: hey, il y a ce feature-là, là, on pense que c'est vraiment bon, il faudrait valider, il faudrait l'avoir vite. C'est arrivé pour un projet chez Nexap, puisque c'est une application comme on va dire, de prise de mesure en santé. Puis ils nous ont demandé comme on peut prendre des mesures. Fait qu'on a préparé, architecturé tout le plan comme vraiment complexe. Mais ils nous ont dit cette mesure-là qui est unique, on la veut au PC. Ça nous permettrait d'aller chercher plus d'argent. Fait qu'on a dit OK, toute la grosse architecture, on la fera pas tout de suite. Tu as besoin de le faire vraiment rapidement. Fait que pendant le projet, on s'est dit on va passer dans la conception absente, on va le clencher sans architecture. Mais quand ça va venir le temps de faire les nouvelles fonctionnalités, comme de faire le reste des prises de mesure qui sont plus génériques, qui doivent supporter à peu près tous les cas possibles, ce qu'on a fait au début, on va le mettre au vidange, puis on va plugger le nouveau stock. Il a dit parfait, ça me va. Fait qu'on est allé pendant un certain temps, par exemple, qu'on était ici dans le projet, ici, on est allé comme de l'autre côté de la flèche, plus dans la zone au milieu, pour aller plus vite. Et éventuellement, il est venu voir, c'est comme, OK, là, on peut faire les mesures comme du monde. Donc, on a travaillé pour ramener ça vers la ligne de la conception claire. Fait que, tu sais, c'est pas vous choisissez au début un ou l'autre. Tu sais, c'est les zones du milieu, vous pouvez retrouver n'importe quand là-dedans, à n'importe quel moment dans le projet. C'est juste important, dépendamment du type de projet, d'après ça, de mettre l'effort d'aller vers la bonne ligne. Fait que si le projet va vivre longtemps, par exemple, votre POC est un succès, mettez de l'effort pour, après ça, ramener vers une conception claire pour aller plus vite sur le long terme. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de clients qui sont comme ça. Puis le client, avec la prise de mesure, on a eu une grosse job d'éducation à faire avec. T'sais, par le passé, ce client-là nous a déjà dit un bug, c'est 1000$. Comme, c'est quoi ce thinking-là? C'est pas un thinking qui fait du sens en informatique, mais eux qui connaissaient pas ça, qui venaient aussi du marché américain, qu'il faut tout le temps que ça livre, c'est ça leur culture. Fait que là, on avait une grosse job d'éducation avec lui pour expliquer ça. Et en même temps, on lui a expliqué, mettons, on peut aller plus vite, mais par après, pour le bien de ton produit, on va ralentir et on va mieux le faire. Fait que, c'est une grosse job d'éducation qu'on va faire aussi en informatique. C'est l'aspect plus soft skills de notre travail qu'on n'apprend pas à l'école, on s'entend. Ceux qui sont à cégep ou à l'université, il n'y a pas beaucoup de cours de soft skills de gestion de projet. C'est plus on apprend à coder. Surtout à l'Université Laval, qui a un bac, c'est des bacs très théoriques. Là. Mais ouais, c'est ça. Y a d'autres questions? Oui, c'est vrai. Euh, une stratégie qui peut vraiment aider vient de Martin Fowler. Dans le fond, lui, ce qu'il promouvoit beaucoup, c'est le refactoring. Le développement ce qu'on fait notre travail, c'est du software. C'est soft, c'est malléable. C'est de quoi qu'on n'enseigne pas aussi aux développeurs quand ils sont aux études. Le code qu'on fait n'est jamais coulé dans le béton. Il faut tout le temps qu'il soit malléable. Quand tu le fais à un certain moment, comme tu peux le faire, il est fait au meilleur de tes capacités dans la réalité que tu as à faire. Mais dès que ta réalité change, parce que tu as la nouvelle information, par exemple, là, il faut rendre ça plus générique, il faut développer un feature ou on a plus le temps, c'est des trucs comme ça. Ben là, il faut que tu dises, il faut que je prenne le temps de restructurer ça en faisant du refactoring. Je dis pas de la refonte, une différence entre du refactoring et de la refonte. La refonte, si tu mets tout au vidange, tu recommences. Refactoring, c'est tu t'améliores progressivement en petites itérations pour que faut que le code soit tout le temps un peu plus clean qu'avant. Par clean, c'est en fonction de ta réalité courante de ton projet. Fait que tout le temps refactory un peu, de façon raisonnable. Parce que si tu passes 2 semaines à refactory de quoi, essaie de justifier 2 semaines de développement pour aucune fonctionnalité à ton client, il sera pas content. Oui. Euh, oui. Elle est disponible pour ceux qui ont des billets du WAC et un lien Vimeo qui est caché mais qui est accessible si tu cherches un peu. Fait que moi, j'ai accès à toutes les vidéos parce que j'étais au WAC, mais elles sont pas publiques en ligne, non. Ça- il faut que tu aies un billet du WAC pour accéder à ça. Ouais. Sinon, cette conférence-là, je peux la donner en entreprise aussi. Il y a moyen de faire affaire avec Nexa pour le faire. C'est pas un two-shot deal. Ok. Je pense qu'il y a une question ici avant.
c'est dans le fond, la question pour le micro, c'est comme oui, ça fonctionne bien comme pour la micro-architecture, design pattern, ces trucs-là. Qu'est-ce que tu fais pour la macro-architecture, par exemple MVC, des trucs de même. Ben, mettons, si je parle front-end parce que c'est mon expertise, euh, tout ce qui est spécifique au front-end, mettons, tu utilises React, Angular, ces trucs de même-là, assure-toi que ce soit le plus isolé possible pour te donner la flexibilité de changer éventuellement. Tu sais, par exemple, le domaine d'affaires de ton produit, tu sais, des trucs que tu parles à ton client puis vous comprenez. Là. Tu sais, tu parles de messagerie, tu parles d'un commerce en ligne avec un panier que tu peux acheter des items. Tu peux acheter des items dans ton panier, voir le total. Tout ce que je viens de dire là, c'est pas des trucs de programmation. C'est des éléments de business, comme de la logique métier. Tout ça, tu peux le sortir mettons, de React, de Vue ou d'Angular. Tu peux sortir ça. Ta communication avec le serveur, t'as pas besoin de React ou des trucs comme ça pour le faire. T'es capable de le sortir. Fait que tout ce qui est pas spécifique à du visuel, par exemple, en front-end, si t'es capable de le sortir dans des fichiers JavaScript qui sont agnostiques de ça, ben si après ça, tu décides de passer de React qui est plus réactif ou Angular, je pense qu'il est plus MVC, il me semble, ou c'est d'autres frameworks comme ça, ben t'as plus de flexibilité à le faire. T'as moins de code à ajouter au vidange puis à réécrire. J'en parlais plus au début de ma présentation, mais j'ai tout skippé ça pour faire ça plus vite. Là. Mais côté architecture back-end, je pense que ça s'applique aussi ton domaine d'affaires. Peu importe comment tu structures ton back-end, si tu y vas plus en pop sub, en CQRS, truc de même, ton domaine d'affaires risque d'être relativement semblable parce que c'est des concepts que tu vas t'entendre avec le client de j'ai reçu un message, j'ai un thread, j'ai une schedule avec une date de limite. Si t'es capable de sortir ça, que ce soit juste, on va dire spécifique au langage, parce qu'à un moment donné, il faut que tu le codes dans un langage. Si t'es capable de sortir des autres patterns, ben ça donne une plus grande flexibilité après ça au niveau architectural de changer. Si tu décides de changer à un moment donné. Là. Oui. Oui. Ben, tu sais, il y a probablement comme du. Il y a probablement du code que tu peux quand même réutiliser, puis à la limite, tu le dupliques dans les deux architectures comme temporairement. Tu sais, si tu vas avoir deux dossiers un à côté de l'autre, parce que tu fais une migration petit à petit, tu peux le dupliquer. Tu sais, c'est pas si grave que ça. Là. Tu veux pas le faire au complet, tu essaies de réduire le maximum de dépendance. Mais, euh, mais ça. Tu sais, en front-end, on développe un projet à l'interne de Nexap, puisque on a commencé juste une gang de devs, pas de designers. Le UI était dégueulasse. Fait quand on a eu un point designer, ils ont tout refait le visuel mais tout le core du produit est resté inchangé. C'était vraiment juste le UI. On est resté en React, mais on a passé, je pense, à des classes components vers les hooks de React. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Mais toute la logique d'affaires, on l'avait mis dans un folder core qui était complètement à part. Puis le UI, on avait un folder UI, puis on avait le UI V2 sensiblement. On convertissait graduellement. Puis quand on a terminé, bon, on a juste supprimé le premier, puis il n'y a à peu près eu aucun impact sur le dossier core. Parce que lui est agnostique de comment on le faisait. Fait que même le changement de paradigme de React des classes vers les hooks, on n'a eu à peu près aucun impact. Fait que faut essayer des trucs, c'est un peu du gamble, tester des trucs, c'est même vous allez apprendre, trouver ce qui marche pas. Il n'y a pas de solution comme couler, faites ça, puis vous êtes en business. Là. C'est ça, c'est malléable. D'autres questions? Merci beaucoup.